C'était un dimanche après-midi ordinaire de juin 2020 lorsque l'appel d'urgence est parvenu aux gardes-côtes de Hambourg. La voix à l'autre bout de la ligne était celle de Thomas Bergmann, un entrepreneur de 52 ans de Blankenese, l'un des quartiers les plus riches de la ville hanséatique. Ses mots étaient tachés, désespérés. « Ma femme, elle est passée par-dessus bord, je ne la trouve pas. S'il vous plaît, aidez-nous ». Ce qui a suivi dans les heures qui ont marqué une opération de sauvetage à grande échelle sur l'Elbe et la mer du Nord adjacente. Pourtant, personne à ce moment-là ne pouvait se douter que ce prétendu accident marquerait le début de l'une des affaires criminelles les plus spectaculaires du nord de l'Allemagne. Thomas Bergmann était, à bien des égards, l'incarnation du miracle économique allemand de l'après-réunification. Né à Dresde en 1968, il a grandi dans des conditions modestes en RDA. Son père travaillait comme mécanicien dans une entreprise d'État, sa mère comme vendeuse dans un magasin HO. Après la chute du mur en 1989, Thomas, alors âgé de 21 ans, a saisi sa chance. Grâce à un petit prêt de 15 000 DM accordé par une banque ouest-allemande, il a ouvert son premier atelier de réparation automobile à Dresde-Neustadt en 1992. Ce qui a commencé comme un modeste atelier de réparation s'est développé en un empire florissant en 2 décennies. En 2018, le groupe automobile Bergmann comprenait 12 concessions en Saxe, Brandebourg et Hambourg, spécialisées dans les véhicules premium et les marques de luxe. Le succès commercial de Thomas était impressionnant. Les initiés de l'industrie estimaient sa fortune privée en 2019 à environ 18 millions d'euros. En plus de sa résidence principale à Blankenese, il possédait une villa sur le Scharmützelsee dans le Brandebourg et un appartement de vacances à Kitzbühel. Sa possession la plus précieuse était cependant le Sea Adler, aigle de mer, un yacht à voile de 15 mètres amarré au port de plaisance de Hambourg. Cependant, une histoire familiale compliquée se cachait derrière la façade brillante. Thomas était marié à son amour de jeunesse, Petra, depuis 1994. Ensemble, ils avaient élevé 2 enfants, Lucas, né en 1995, et Sophie, née en 1998. La famille avait longtemps été considérée comme harmonieuse et terre-à-terre, malgré la richesse croissante. À l'automne 2015, tout a changé. Petra a été diagnostiquée avec un carcinome ovarien agressif. Malgré un traitement intensif à l'hôpital universitaire Hambourg-Eppendorf, elle est décédée en mars 2017, à seulement 46 ans. Thomas, veuf à 49 ans, s'est d'abord complètement retiré. Des amis le décrivaient à cette époque comme un homme brisé, qui ne s'occupait que de ses enfants et de son entreprise. La rencontre avec Elena Kowalski à l'été 2018 fut une surprise pour beaucoup. Elena était une physiothérapeute de 31 ans d'origine polonaise qui travaillait dans une clinique privée à Hambourg-Harvestehude. Elle y avait rencontré Thomas alors qu'il cherchait un traitement pour des problèmes de dos. Elena était attrayante, communicative et possédait un charme qui semblait tirer Thomas de son deuil. La relation se développa rapidement. Après seulement 4 mois, Elena emménagea dans la villa de Thomas à Blankenese. En avril 2019, le couple se maria lors d'une petite cérémonie à Sylt, à laquelle assistèrent environ 80 invités. Les photos de mariage montrent Thomas en costume bleu foncé, Elena dans une robe couleur crème, entourée de leur famille et amis. Cependant, l'intégration dans la famille ne fut pas sans heurts. Lucas et Sophie, alors âgés de 24 et 21 ans, se montraient réservés envers la nouvelle femme de leur père. La différence d'âge de 21 ans et le peu de temps écoulé depuis la mort de leur mère rendaient l'acceptation difficile. Une cousine de la famille se souvint plus tard. Sophie ne pouvait jamais vraiment regarder Elena. C'était comme si elle la voyait à travers. Après le mariage, Elena prit le rôle de maîtresse de maison. Elle aimait organiser des dîners, recevant les partenaires commerciaux de son mari et des connaissances de la haute société hambourgeoise. Elle s'habillait élégamment,
conduisait un Porsche Cayenne blanc que Thomas lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage et était régulièrement photographié lors d'événements caritatifs sur le lac Alster. Mais des tensions couvaient sous la surface. Des documents notariés, examinés plus tard lors de l'enquête, montraient une répartition claire des biens. Thomas avait mis à jour son testament en 2017, peu après la mort de Petra. La majeure partie de sa fortune, les concessions automobiles, les biens immobiliers et les portefeuilles d'investissement devaient aller directement à Lucas et Sophie. Elena n'était inscrite que comme bénéficiaire d'un fonds fiduciaire de 800 000 € et bénéficiait d'un droit de résidence à vie dans la villa de Blankenese. Pour une femme habituée au luxe, c'était une réalité décourageante. Des amis remarquèrent qu'Elena semblait de plus en plus frustrée. Une ancienne collègue de la clinique rapporta plus tard « Elena m'a dit une fois qu'elle se sentait comme une employée dans sa propre maison. Tout appartenait à Thomas ou à ses enfants. Elle n'avait rien à elle. » L'atmosphère dans la maison Bergman devint de plus en plus tendue au printemps 2020. Thomas passait plus de temps au bureau et sur son yacht, et Elena semblait isolée et mécontente. La pandémie de Corona intensifia encore davantage l'isolement domestique. Ce qui ressemblait de l'extérieur à un mariage privilégié était en réalité une relation soumise à une pression énorme. Personne ne se doutait que ces tensions allaient bientôt culminer en une tragédie qui prendrait son origine sur les vagues de l'Elbe. Les premiers mois de 2020 marquèrent un tournant dans le mariage de Thomas et Elena Bergman. Ce qui semblait au départ être de simples difficultés d'adaptation se transforma en une profonde fissure qui menaçait les fondations de leur relation. En janvier 2020, Thomas modifia à nouveau son testament. Le changement était subtil mais significatif. Il augmenta la sécurité pour ses enfants et ajouta une clause stipulant qu'Elena ne pouvait habiter la villa de Blankenese que tant qu'elle ne se remarierait pas. Si elle contractait un nouveau mariage, le droit de résidence expirerait et la propriété passerait directement à Lucas et Sophie. Elena découvrit ce changement par hasard, alors qu'elle cherchait des documents pour sa déclaration d'impôt dans le bureau de son mari. Une confidente rapporta plus tard qu'Elena s'était sentie trahie et humiliée. Dans des messages WhatsApp, analysés plus tard par le parquet, Elena écrivit à sa sœur en Pologne « Je ne suis ici que la belle décoration. S'il lui arrive quelque chose, je me retrouverai les mains vides. » La dépendance financière devint une obsession pour Elena. Contrairement à sa première phase de vie, où elle avait mené une vie modeste, mais autodéterminée en tant que physiothérapeute, elle dépendait désormais entièrement de la générosité de Thomas. Elle avait quitté son emploi à la clinique après le mariage. À la demande de Thomas, affirma-t-elle plus tard. Les relevés de carte de crédit montraient que Thomas avait fixé à Elena une limite mensuelle de 3 500 €, ce qui pouvait sembler généreux pour beaucoup, mais était considéré comme restrictif dans son cercle social. Si elle dépassait cette limite, elle devait demander la permission à Thomas. « Il me traite comme une enfant », se plaignait-elle à une amie. Parallèlement, Elena commença à s'intéresser de près aux questions financières. Entre février et mai 2020, l'historique du navigateur de son ordinateur portable documenta plusieurs recherches remarquables. Versement assurance vie en cas de mort accidentelle. Combien de temps prend le versement d'assurance en cas de décès? Et héritage sans testament épouse Allemagne. Le 15 mars 2020, peu après le début du premier confinement lié au coronavirus, Elena contacta un cabinet d'avocats à Hambourg-Rotterbaum. Dans un email dont le contenu ferait plus tard partie du dossier d'enquête, elle s'enquit de ses droits en tant qu'épouse en cas de décès subi de son mari. L'avocate répondit par une évaluation sobre. Sans disposition testamentaire correspondante, Elena n'hériterait que de la part réservataire, environ un quart de la succession, le reste allant aux enfants. Cette réalité dut frapper Elena de plein fouet. Mais il y avait une lueur d'espoir sous la forme d'une assurance vie temporaire que Thomas avait souscrite en 2012.
La police de 5 millions d'euros avait été initialement désignée en faveur de sa première femme, Petra. Après le décès de celle-ci, Thomas n'avait pas changé les bénéficiaires, une omission qui s'avérerait fatale plus tard. Elena était, en tant que son épouse, automatiquement la nouvelle bénéficiaire. En avril 2020, Elena fit une autre découverte remarquable. Dans le compte de messagerie de Thomas, dont elle avait secrètement trouvé le mot de passe, elle découvrit un brouillon d'un Nouveau Testament. Dans ce brouillon, Thomas prévoyait également de modifier l'assurance vie en faveur de ses enfants. Le brouillon n'était pas encore notarié, mais ce n'était qu'une question de temps. Le temps pressait. Simultanément, la relation personnelle entre les époux se détériorait également. Thomas passait de plus en plus de temps sur son yacht Seedler, qui était pour lui un refuge. Chaque samedi, il se rendait au port de Plaisance, souvent accompagné de son fils Lucas ou d'amis d'affaires. Elena n'était presque jamais présente lors de ces sorties. La voile ne l'intéressait pas, comme elle le soulignait toujours. Un capitaine de port se souvint plus tard. Monsieur Bergman venait tous les samedis matins, vers 8 heures. Il aimait son bateau. Il restait souvent toute la journée sur l'Elbe, parfois même la nuit. J'ai vu sa femme peut-être 2 ou 3 fois. En mai 2020, le comportement d'Elena changea soudainement. Elle commença à montrer de l'intérêt pour la passion de Thomas pour la voile. Elle posait des questions sur l'itinéraire, la navigation, et lui demanda même de lui enseigner les bases de la navigation. Thomas, surpris mais ravi de son nouvel intérêt, accepta. Le 3 juin 2020, Elena accompagna son mari sur le yacht pour la première fois depuis des mois. Ils passèrent quelques heures sur l'eau et revinrent dans l'après-midi. Des témoins décrivirent Elena comme inhabituellement joyeuse ce jour-là. Une voisine du port de Plaisance se souvint. Elle riait beaucoup, prenait des photos. On aurait dit qu'elle avait enfin fait la paix avec la voile. Mais en réalité, cette sortie aurait pu servir un tout autre objectif. Les enquêteurs soupçonnent aujourd'hui qu'Elena explorait le yacht, se familiarisant avec son agencement et identifiant d'éventuels points faibles. Le 10 juin 2020, Elena consulta son médecin de famille. Le dossier patient notait « Patiente se plaint de difficultés d'endormissement et d'agitation intérieure. Ordonnance, zolpidem, Dimlig, 20 comprimés. » Le zolpidem est un puissant somnifère qui peut provoquer une perte de conscience à forte dose. Il est intéressant de noter qu'Elena n'avait jamais, au cours de son historique médical, souffert de problèmes de sommeil. Le médecin, interrogé plus tard par les enquêteurs, déclara qu'Elena semblait stressée, mais ne présentait aucun signe évident de trouble du sommeil. La base de données des pharmacies montra qu'Elena retira l'ordonnance le jour même. Elle ne demanda jamais de renouvellement. Le 19 juin, un vendredi soir, Elena invita par surprise 2 couples d'amis à dîner. L'atmosphère fut décrite comme inhabituellement détendue. Elena semblait libérée, servit un repas élaboré de 4 plats et parla de son impatience à l'approche de l'été. Un des invités se souvint. Elle a dit quelque chose d'étrange. « Bientôt tout va changer, je le sens. » Thomas lui-même semblait distant ce soir-là. Il but plusieurs verres de vin rouge et se retira tôt. Les invités partirent vers minuit. Moins de 48 heures plus tard, Thomas serait mort et Elena se tiendrait devant les enquêteurs en veuve éplorée. Le dimanche 21 juin 2020 commença par un soleil éclatant au-dessus de Hambourg. C'était le jour le plus long de l'année, le solstice d'été, et les températures atteignaient déjà un agréable 24 degrés Celsius le matin. Des conditions idéales pour une journée sur l'eau. Thomas Bergman se leva comme d'habitude vers 7 heures du matin. Sa routine du week-end était inchangée depuis des années. Une tasse de café fort, le feuilletage du journal Welt am Sonntag, puis le trajet jusqu'au port de Plaisance. Elena, normalement lève tard, le surprit ce matin en étant déjà habillée et assise à la table du petit déjeuner. « Je veux venir avec toi aujourd'hui, » dit-elle. Thomas, selon une déclaration ultérieure de sa fille Sophie, fut visiblement surpris, mais ravi.
Il avait encouragé Elena à le rejoindre plusieurs fois ces dernières semaines et interpréta son intérêt comme un signe positif pour leur relation. À 8h37, ils quittèrent ensemble la maison à Blanquenez. Des caméras de surveillance du port de Plaisance montrent la Mercedes AMG bleu foncé arriver sur le parking à 8h58. Thomas portait sa tenue de voile habituelle, jean, polo et un coupe-vent bleu. Elena était inhabituellement élégante pour une journée sur le yacht, pantalon de lin blanc, un haut turquoise et des lunettes de soleil de créateur. L'équipage devait être élargi de 2 personnes ce jour-là. Thomas avait engagé Marcus Weber, son bosco de 35 ans, qui l'assistait régulièrement lors de longs voyages. De plus, Yannick Schulte, un mécanicien naval de 29 ans que Thomas connaissait par le club de yacht, était présent. Les 2 hommes deviendraient plus tard des témoins cruciaux. Le Sea Idler appareilla à 9h23. La destination était un circuit sur l'Elbe, suivi d'une sortie en pleine mer du Nord, à environ 20 km au nord-ouest de Cuxhaven. Les conditions météorologiques étaient optimales, brise légère du nord-ouest, force du vent 3, pas d'alerte tempête. Les 2 premières heures se déroulèrent sans incident. Marcus Weber prit la barre, tandis que Thomas discutait avec Yannick des améliorations techniques du yacht. Elena s'assit initialement dans le cockpit, lisant un magazine et prenant occasionnellement des photos avec son smartphone. Vers 11h15, alors que le yacht était déjà en eau plus libre, Elena proposa de faire du café. Le Sea Idler disposait d'une petite cuisine de bord sous le pont avec une machine à espresso. Thomas, qui aimait son café, accepta avec gratitude l'offre. C'est ici que la reconstruction des enquêteurs dépend de détails cruciaux. Marcus Weber témoigna plus tard qu'Elena resta sous le pont pendant environ 15 minutes. Lorsqu'elle revint, elle portait un plateau avec 4 tasses d'espresso. Elle servit son mari en premier, puis Marcus et Yannick, et garda une tasse pour elle. Thomas but son café à grandes gorgées, une habitude que sa famille et ses amis connaissaient. Il n'appréciait pas le café, il le buvait d'un trait, témoigna plus tard sa fille Sophie. Environ 20 minutes après le café, Yannick remarqua que Thomas était devenu plus silencieux. Il était assis sur l'une des banquettes rembourrées du cockpit, se pencha en arrière et ferma les yeux. « Au début, j'ai pensé qu'il profitait juste du soleil », expliqua Yannick plus tard. « Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il ne réagissait plus du tout. » Marcus, toujours à la barre, se retourna et vit Thomas allongé les yeux fermés. « Tout va bien avec lui ?» demanda-t-il à Elena. Elle répondit calmement, « Il a mal dormi la nuit dernière. Laisse-le se reposer. » Cette déclaration était remarquable, car Thomas était connu des enquêteurs comme une personne qui dormait toujours suffisamment et était en pleine forme le matin. Mais à ce moment-là, cela n'éveilla aucune suspicion. À 11h50, Elena demanda à Marcus et Yannick d'effectuer une vérification de routine des voiles et du moteur. Elle mentionna que Thomas lui avait dit que l'écoute du génois devait être vérifiée. Cette tâche exigeait que les 2 hommes se rendent à la proue du yacht, à environ 12 mètres du cockpit. Ce fut le moment où les événements prirent une tournure tragique. Les 2 hommes avaient quitté la zone du cockpit. Elena resta seule avec son mari endormi. Le yacht glissait à environ 5 nœuds sur une eau calme, dirigée par le pilote automatique. Ce qui se passa dans les 4 minutes suivantes ne peut être reconstruit qu'à partir des déclarations de témoins contradictoires et des enquêtes ultérieures. Yannick Schulte rapporta avoir entendu un cri, la voix d'Elena, perçante et paniquée. « Il est par-dessus bord, Thomas est dans l'eau !» Les 2 hommes se précipitèrent vers le cockpit. Elena se tenait au bastingage, pointant l'eau. Ses lunettes de soleil étaient de travers, ses cheveux ébouriffés. « Il s'est levé, a perdu l'équilibre et est tombé. Je n'ai pas pu le retenir !» cria-t-elle. Marcus Weber tourna immédiatement la barre et initia une manœuvre d'homme à la mer. Yannick lança une bouée de sauvetage, activa la balise de détresse avec signal GPS. Mais Thomas était introuvable. La surface de l'eau était calme, presque lisse comme un miroir. Pas de mouvement, pas de tête, pas de bras désespérés.
À 11h58, Marcus passa l'appel d'urgence. L'enregistrement du Centre de coordination de sauvetage maritime documente sa voix posée, mais urgente. Homme à la mer, position 53 degrés 58 nord, 8 degrés 32 est. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Elena s'était effondrée entre-temps. Elle pleurait, répétant sans cesse « C'est allé si vite, il s'est levé et puis il a disparu ». Yannick tenta de la calmer pendant que Marcus maintenait la position et cherchait Thomas. Mais les minutes passèrent sans qu'aucune trace de l'homme disparu ne soit trouvée. La mer l'avait englouti comme s'il n'avait jamais existé. Le sauvetage en mer commença avec l'efficacité allemande. 18 minutes après l'appel d'urgence de Marcus Weber, le premier hélicoptère de sauvetage était en l'air. À 12h34, le bateau de sauvetage Hermann Marwed arriva au point de coordonnées indiqué, suivi de 2 autres bateaux de la société allemande de sauvetage maritime, DGZRS. Les conditions météorologiques restaient idéales pour une opération de sauvetage. Visibilité claire, mer calme, température de l'eau de 16 degrés Celsius. Dans des circonstances normales, une personne à cette température aurait un temps de survie de plusieurs heures. Thomas Bergman était connu pour être un bon nageur, physiquement en forme. Les chances de le retrouver vivant semblaient bonnes au départ, mais heure après heure, les équipes de recherche ne trouvèrent aucune trace. Des hélicoptères survolaient de la zone. Des plongeurs peignaient l'eau sous la surface, des sonars scannaient le fond marin. Rien. Thomas Bergman avait disparu comme si la mer l'avait avalé. Le Sea Adler fut remorqué jusqu'au port de Hambourg par un bateau de la DGZRS où des policiers attendaient déjà. Elena fut prise en charge par des ambulanciers qui lui administrèrent un sédatif. Marcus Weber et Yannick Schulte firent des premières déclarations, tandis que des détectives inspectaient le yacht. En début de soirée du 21 juin, les enfants de Thomas furent informés. Lucas Bergman, qui rendait visite à des amis à Berlin ce week-end-là, partit immédiatement et arriva à Hambourg vers 22 heures. Sophie, qui étudiait à Munich, arriva le lendemain matin. Tous deux furent accueillis par des agents de la police de protection des eaux de Hambourg. La classification officielle de l'incident était initialement « personne disparue en mer, présumé accident ». Il n'y avait aucune indication immédiate d'un crime. Les gens tombaient des bateaux, surtout s'ils se sentaient mal ou perdaient l'équilibre. De tels accidents étaient tragiques, mais pas rares. Mais des incohérences commencèrent à apparaître dès le 2e jour de la recherche. Le commissaire principal de la police criminelle, Jörg Matthias, du bureau de la police criminelle de l'État de Hambourg, mena les interrogatoires. C'était un enquêteur expérimenté avec un sens aigu des détails qui ne collaient pas. Lors du 2e interrogatoire de Marcus Weber, mené le 23 juin, de nouvelles informations furent révélées. Marcus se souvint que Thomas s'était endormi inhabituellement vite après le café. Ce n'était pas normal pour lui. Il était toujours éveillé et actif sur le yacht. Qu'il s'assoupisse comme ça, je n'avais jamais vu ça auparavant. Yannick Schulte ajouta un autre détail. Il avait remarqué que les mouvements de Thomas peu de temps avant qu'il ne s'endorme semblaient légèrement désordonnés, comme s'il avait bu. Mais M. Bergman n'avait pas touché d'alcool ce matin-là. Même pas une bière. J'ai trouvé ça étrange. L'interrogatoire d'Elena Bergman s'avéra plus difficile. Elle était visiblement traumatisée, pleurait fréquemment et ne se souvenait pas de nombreux détails. Un comportement non inhabituel chez les victimes de traumatisme. Cependant, le commissaire Mathias nota dans son rapport « Le témoin semble désemparé, mais les larmes manquent, réaction émotionnelle possiblement mise en scène. » Le 24 juin, le 4e jour de recherche, l'opération de sauvetage à grande échelle fut officiellement terminée. Avec une température de l'eau de 16 degrés et compte tenu du temps écoulé, les autorités déclarèrent qu'il n'y avait plus de chance réaliste de survie. Thomas Bergman fut officiellement répertorié comme disparu en mer. Son corps ne fut jamais retrouvé. L'enquête aurait pu se terminer à ce stade. De nombreux cas de personnes perdues en mer ne sont jamais complètement élucidés. Les courants emportent les corps loin.
La vie marine contribue à une décomposition rapide. La mer du Nord ne rend pas tous ses morts. Mais le commissaire Mathias ne lâcha rien. Il ordonna un examen médico-légal du Seedler. Le 26 juin, des techniciens de la police scientifique entrèrent dans le bateau saisi. Ils photographièrent chaque centimètre, prélevèrent des échantillons de surface, sécurisèrent des empreintes digitales. Dans la cuisine de bord, ils trouvèrent 4 tasses à espresso dans l'évier. L'une d'elles fut mise sous scellé séparément, la tasse dans laquelle Thomas avait bu, identifiée par Marcus Weber. La tasse fut envoyée au laboratoire du bureau de la police criminelle de l'État. Parallèlement, l'enquête financière commença. Procédure standard dans les cas où des actifs importants sont en jeu. Un enquêteur de la criminalité économique, Sebastian Brandt, prit en charge cette partie de l'enquête. Il demanda les relevés bancaires, les polices d'assurance et les dispositions testamentaires. Ce qu'il trouva le fit tiquer, l'assurance vie de 5 millions d'euros, souscrite en 2012, avec Elena comme bénéficiaire automatique après la mort de Petra. Le désavantage testamentaire d'Elena dans tous les autres domaines, la motivation financière évidente. Le 2 juillet, le commissaire Mathias reçut le premier rapport de laboratoire. La tasse à espresso contenait des traces de zolpidem, à une concentration nettement supérieure aux doses thérapeutiques. Converti en volume de liquide, cela correspondait à environ 40 mg, 4 fois la dose unique normale. Cette quantité entraînerait une somnolence grave, des troubles de la coordination et finalement une perte de conscience profonde dans les 15 à 20 minutes. Une personne sous une telle influence ne serait pas en mesure de se sauver de l'eau, même si elle était une excellente nageuse. Le commissaire Mathias compara cette découverte avec les registres de la pharmacie. Elena Bergman s'était fait prescrire du zolpidem le 10 juin. Le paquet contenait 20 comprimés de 10 mg chacun. Sur demande, la pharmacie déclara qu'aucune ordonnance de suivi n'avait été délivrée. Le 7 juillet, la maison d'Elena à Blankenese fut perquisitionnée avec un mandat. Dans l'armoire de sa salle de bain, les enquêteurs trouvèrent le paquet de zolpidem. Il était ouvert. 6 comprimés manquaient. Elena expliqua qu'elle avait pris les comprimés elle-même pour pouvoir dormir. Mais son dossier médical ne montrait aucune aggravation de son prétendu trouble du sommeil. Et pourquoi quelqu'un souffrant d'insomnie prendrait-il 6 comprimés en 11 jours pour s'arrêter soudainement ensuite? Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement en un tableau. Un tableau qui ne ressemblait plus à un accident. Au plus fort de l'été 2020, alors que Hambourg se remettait lentement des premiers confinements liés au coronavirus, l'équipe d'enquête dirigée par le commissaire principal Mathias travailla jour et nuit. L'affaire Thomas Bergman était passée d'une recherche de personnes disparues à une enquête pour meurtre potentiel, même si le parquet restait prudent au départ. La percée vint d'une source inattendue, l'empreinte numérique d'Elena Bergman. Le 15 juillet, les enquêteurs saisirent son ordinateur portable, son smartphone et sa tablette avec une ordonnance judiciaire. La section de criminalistique numérique du LKA Hambourg prit en charge l'analyse. Ce qu'ils trouvèrent était une chronologie détaillée de la planification. Sur l'ordinateur portable, les spécialistes découvrirent une série de recherches supprimées de la période de mars à juin 2020. Même après la suppression, ces données étaient reconstructibles via le cache du navigateur et le disque dur. Peut-on goûter le zolpidem dans le café? Symptômes surdosage zolpidem? Combien de temps le zolpidem est-il détectable dans le corps? Accident sur voilier assurance, durée versement assurance vie Allemagne. Les recherches s'étendaient sur des semaines et montraient un schéma clair. Elena s'était systématiquement renseignée sur la manière de neutraliser son mari et de présenter sa mort comme un accident. Plusieurs brouillons d'emails qu'Elena avait écrits mais jamais envoyés étaient particulièrement incriminants. Dans un brouillon du 8 juin 2020, elle écrivit à sa sœur en Pologne « Bientôt tout va changer. Je vais enfin obtenir ce qui me revient. Thomas ne sera plus un obstacle très longtemps. » L'email était resté enregistré comme brouillon, probablement parce qu'Elena réalisa à quel point ces mots étaient incriminants.
Le 22 juillet eut lieu le deuxième interrogatoire formel d'Helena Bergman par le parquet. Cette fois, sous la présidence du procureur général, Dr Heinrich Völker, connu pour sa ligne dure dans les crimes capitaux. Helena comparut avec son avocat, l'avocat Dr Martin Schneider, un célèbre avocat de la défense pénale de Hambourg. Confronté aux preuves numériques, le comportement d'Helena changea sensiblement. La veuve désemparée laissa place à une attitude contrôlée et défensive. Interrogée sur les recherches, elle répondit « J'étais inquiète pour la santé de Thomas. Il prenait parfois des somnifères et je voulais comprendre si cela pouvait être dangereux. » Cette explication était problématique, car le dossier médical de Thomas ne contenait aucune prescription de zolpidem ou de médicaments similaires. Il n'avait jamais souffert de troubles du sommeil. L'interrogatoire dura plus de 4 heures. Helena s'en tint à sa version. Thomas s'était levé, avait perdu l'équilibre et était tombé par-dessus bord. Elle avait tenté de le retenir, mais il était trop lourd. Elle ne pouvait pas expliquer la somnolence avant la chute, mais les enquêteurs avaient trouvé d'autres témoins. Le 29 juillet, la docteure Petra Hoffmann, pharmacienne à Blankenese, témoigna. Elle se souvenait d'Helena Bergman, qui s'était présentée à sa pharmacie le 17 juin, 4 jours avant l'incident, demandant des préparations qui pouvaient masquer le goût. La docteure Hoffmann lui avait recommandé du sirop aromatisé pour le café, mais avait été irritée par la question. « J'ai trouvé cela étrange », témoigna la docteure Hoffmann. « Normalement, les gens ne demandent pas de telles choses. Cela sonnait comme si elle voulait cacher quelque chose. » Une autre pièce du puzzle vint d'une source surprenante, le fils de Thomas, Lucas. Lors d'un interrogatoire le 3 août, il rapporta qu'Helena avait posé des questions inhabituelles sur le yacht environ 2 semaines avant la mort de Thomas. Elle m'a demandé quel était le poids de mon père, s'il pouvait nager avec des vêtements mouillés et si le bastingage était assez haut pour que quelqu'un ne puisse pas tomber accidentellement par-dessus. Lucas avait écarté ces questions comme une curiosité étrange à l'époque. Rétrospectivement, elle ressemblait à une collecte d'informations ciblées. Les preuves s'accumulaient, mais un élément crucial manquait, un corps. Sans cadavre, il était difficile de prouver la cause du décès au-delà de tout doute raisonnable. Le procureur Völker consulta des experts légistes. Ils confirmèrent que la dose de zolpidem aurait suffi à rendre Thomas inconscient et qu'une personne inconsciente dans l'eau se noierait en quelques minutes. Les courants dans la mer du Nord ce jour-là furent reconstitués par des océanographes. Les calculs montrèrent qu'un corps tombé à l'eau à la position documentée à 11h54 aurait pu dériver jusqu'à 80 km vers l'ouest en 48 heures. Les chances de le récupérer un jour étaient minimes. Le 18 août 2020, le parquet prit une décision lourde de conséquences. Il engagerait des poursuites, même sans corps retrouvé. Les preuves issues des traces numériques, des témoignages et des résultats toxicologiques furent jugées suffisantes. Le 25 août, des policiers se présentèrent à nouveau à la villa de Blankenese, cette fois avec un mandat d'arrêt. Helena Bergman fut arrêtée à 6h45 du matin. Elle portait une robe de chambre en soie et semblait sereine, presque comme si elle s'était attendue à ce moment. Le mandat d'arrêt énumérait les accusations. Meurtre pour motifs abjects, cupidité, guet-apens et pour faciliter un autre crime, fraude à l'assurance. La juge du tribunal de district de Hambourg-Altona confirma le mandat et ordonna la détention provisoire. Helena fut transférée à l'établissement pénitentiaire de Hambourg-Billwerder, où elle devait rester jusqu'au début du procès. Elle passa sa première nuit en cellule en silence. Une gardienne nota dans son rapport « L'accusé ne montre aucune réaction émotionnelle, ni larmes, ni désespoir, remarquablement contrôlé. » La nouvelle de l'arrestation d'Helena se répandit rapidement. Les médias commencèrent à couvrir l'affaire. Le Hamburger Morgenpost titra « Mort sur l'Elbe », l'épouse de l'entrepreneur soupçonné de meurtre. L'affaire devint l'une des affaires criminelles les plus discutées de l'année 2020 dans le nord de l'Allemagne. Pour Lucas et Sophie Bergman, ce fut une phase entre le deuil et la colère.
Ils avaient perdu leur père, et maintenant, ils se sentaient confortés dans leur soupçon que la femme qu'ils n'avaient jamais acceptée était responsable de sa mort. Le procès fut prévu pour le printemps 2021. D'ici là, les deux parties prépareraient leur stratégie. L'accusation, déterminée à obtenir une condamnation sans corps, une entreprise rare et difficile. Et la défense, qui cherchait à semer le doute là où n'existait aucune preuve absolue. Le procès contre Helena Bergman commença le 12 avril 2021 dans le bâtiment de la justice pénale, sur la Sievekingplatz à Hambourg. La salle d'assises 237 était pleine à craquer. Journalistes, spectateurs et membres de la famille Bergman se pressaient pour assister à l'issue de l'un des procès pour meurtre les plus spectaculaires de l'histoire judiciaire récente du nord de l'Allemagne. Les débats furent présidés par la juge Dr Claudia Westermann, une juriste expérimentée réputée pour son incorruptibilité et sa gestion précise des débats. À côté d'elle siégeaient 2 juges professionnels et 6 assesseurs. L'accusation était représentée par le procureur général, Dr Heinrich Völker, et la défense était toujours assurée par l'avocat Dr Martin Schneider. Helena entra dans la salle, dans un simple tailleur-pantalon bleu foncé, les cheveux attachés en un chignon strict. Elle paraissait mince, pâle, mais sereine. Lorsque l'acte d'accusation fut lu, meurtre pour motifs abjects, guet-apens et fraude à l'assurance, elle ne montra aucune réaction visible. Le procès était prévu pour 12 jours d'audience, mais il s'étendrait sur 7 semaines.